à tous. Pendant les 20 premières minutes, nous allons parler de Grid Guardian. Regardez votre programme pour l'organisation. Je suis ravie de présenter nos intervenants et nous avons Grace Lowe qui vient de Toronto au Canada pour discuter avec nous comment pouvoir développer les programmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Grace? Oui, bonjour. Je suis Grace Lowe de Menelite. J'ai été dans l'industrie ces dernières 15 ans pour faire les audits de risque et de contrôle jusqu'au déroulement. Je travaillais auparavant chez AXA et maintenant j'ai déménagé au Canada. Donc, pour Manulife, c'est le deuxième plus grand assureur dans la région. Nous avons plusieurs milliers de Viper est mon client et il faut nous assurer qu'ils peuvent livrer les applications de façon sûre et qu'ils aient tous les audits faits correctement. Shabanous, ingénieur en chef à SNIC. Bonjour, je m'appelle Shaban, je travaille à SNIC et je vais vous présenter l'entreprise. J'ai travaillé ces 3 dernières années en essayant d'augmenter la conscientisation pour la sécurité cyber, de développer aussi un aide au développement dans les équipes de SNIC j'ai hâte d'avoir des discussions à vous concernant les Eric de Grid Guardian, Eric Fourier, bonjour, fondateur de Grid Guardian, aussi une start-up. Je suis un ingénieur de formation en ce qui concerne l'apprentissage automatique et je vais vous dire ce que nous faisons dans les minutes à venir. Et je serai le modérateur pour aujourd'hui. Comment les grandes organisations lancent-elles leur programme AppSec-ODEXEC? Généralement, il y a besoin de développer de l'argent, des ressources. Grace, quel est l'avantage à faire ces programmes? SNIC, je vais vous présenter SNIC. Si vous ne connaissez pas, nous avons fait plusieurs sessions de FIC pour vous faire comprendre ce que Grace a fait. Nous sommes des le développeur de plateformes de sécurité pour s'assurer que les applications soient sécures. Nous aidons les équipes de sécurité pour développer leur programme de sécurité, développer leur équipe. Chez SNIC, vous pouvez scanner différentes choses. Vous verrez que c'est une plateforme assez large, mais en tant que développeur, vous pouvez scanner vos codes, vos dépendances, vos codes d'infrastructure. Nous avons été fondés par des développeurs, donc c'est ce qui est vraiment le cœur de notre activité. Donc, venez sur le site pour essayer. Nous avons plus de 3 millions de développeurs qui utilisent notre plateforme et nous avons été créés en 2015. Donc, c'est une plateforme très intuitive et très facile pour vous faire la main. Donc, n'hésitez pas à essayer et on va vous dire comment ça peut être utilisé à votre taille. Grid Guardian, sécurité de société, nous avons 3000 développeurs qui utilisent notre plateforme et nous nous centrons sur les détections de failles. Nous nous impliquons dans le code source
dans les différentes librairies qui sont disponibles. Nous avons des clients dans le monde entier et nous augmentons notre taille et nous avançons très vite aux États-Unis et en Europe. L'année dernière, nous avions un partenariat stratégique avec SNCC pour l'intégration stratégique, pour utiliser les meilleures solutions du marché, pour couvrir leurs risques de mise à jour d'infrastructures en ce qui concerne la détection d'intrusion, la détection de failles aussi et leur agencement. Grace, pourquoi une grande société voudrait lancer un tel programme? Je pense que beaucoup de grandes entreprises celles avec lesquelles j'ai travaillé, nous travaillons comme une unité d'activité. Nous avons différents outils de scannage. Nous avons des processus qui ne sont pas automatisés. Quand on pense, vous ne pouvez pas simplement scanner les choses. On pense que, en tant qu'organisation, on a besoin de penser comment encourager le développement des codes par des développeurs sans fermer la porte au dernier moment. C'est la raison pour laquelle beaucoup de grandes organisations commencent à penser à ces programmes et d'incorporer ces systèmes de sécurité dans leur pipeline. Donc, l'organisation des clients, chaque société doit s'occuper de la sécurité. Donc, il y a besoin d'avoir DevSecOps pour que ces vulnérabilités puissent être solutionnées et remédiées. Beaucoup de sociétés commencent à partir de rien, ils n'ont pas d'outils, elles veulent commencer à mettre en place des outils, et quand il y a des outils en place, ils ne sont pas vraiment adaptés. Et les deux raisons pour lesquelles ces outils ne sont pas adaptés, probablement parce que l'outil est trop lent, il y a des faux positifs ou la remédiation est difficile. Donc, je ne vais pas dire que c'est une question d'outils, mais ça bloque les programmes. Un autre point, c'est aussi la culture. Il n'y a pas de propriété de ce DevSecOps. Et pour avoir une bonne équation, il faut que vous ayez la main sur la sécurité, que vous ayez une conscientisation de la part des développeurs aussi. Eric, les RSSI sont matures maintenant, les gens s'occupent. Pourquoi les gens passent à côté de la notion de secret? Il y a 6 ans, nous avons inventé l'espace de détection de secrets et c'était les préliminaires. Les secrets sont utilisés par les attaquants et les grandes entreprises ont mis en place des solutions qu'ils ont développées eux-mêmes basées sur des codes. Ça, c'était à ce moment-là, mais le marché a maintenant progressé beaucoup. La détection de secrets devient quelque chose de standard pour protéger l'organisation. Les sociétés ont ces solutions qu'ils ont développées eux-mêmes, qui ont développé beaucoup de faux positifs et sans remédier au problème. Mais donc, ce que les sociétés cherchent maintenant des solutions qui peuvent répondre aux problèmes en totalité et pas simplement à quelques problèmes. On est une grande société, on a un consensus, les gens sont conscients qu'on a un problème
et on voit pas, on n'a pas la bonne culture en place, on ne voit pas la solution. Quelle est la liste de choses qu'on veut voir de la part d'un point de vue de la culture ou de l'outil? D'un point de vue de l'outil, en tant qu'entreprise, vous avez beaucoup de vulnérabilités. Il faut identifier une centaine de vulnérabilités, mais ça vous donne aussi des faux positifs par centaines. Donc, l'état des choses n'était pas pris en compte. Donc, les équipes de sécurité n'ont pas validé les vulnérabilités une à la fois. Donc, il faut éviter les faux positifs, s'attaquer à ce qui est le plus important. Si les outils me donnent une liste de vulnérabilités et juste de simples recommandations, personne ne peut comprendre ça. Il y a un problème parce que personne n'arrive avec la bonne solution. D'un autre côté, ça doit être facile pour les développeurs à utiliser, sinon ils n'en vont pas utiliser les outils, ils ne vont pas les intégrer dans leur activité. Donc, il faut des outils aussi qui soient en lien avec la culture de l'entreprise. La société et les participants doivent être formés. Tout le monde utilise StripLab et comme en tant que société, nous voudrions voir l'identification des problèmes aussi vite que possible, aussi précocement que possible. Les développeurs vont autrement faire des patchs eux-mêmes. Il ne faut pas attendre le scan des vulnérabilités. On parle souvent aux développeurs et on leur dit, si vous utilisez ça, vous pouvez répondre à vos problèmes sans que le boss soit au courant. Et tout le monde adore ça. Donc, je pense que ce sont les points qui méritent quelque attention. Quelle est votre liste de choses à faire? Je pense que si vous créez des outils de sécurité, c'est très facile de trouver des outils qui vous listent les problèmes. Ils le font tous. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette liste? Et c'est pour ça que vous pouvez là voir la valeur ajoutée d'un outil comparé à un autre. On insiste sur la priorisation chez Slick. Si vous faites un scan, vous savez parmi les centaines de vulnérabilités que vous en avez et les 25 qui sont critiques, les toutes premières auxquelles vous devez répondre. Et la priorisation est quelque chose qui est probablement l'élément clé avec lequel vous devez commencer pour voir pour pouvoir travailler sur la liste après des autres vulnérabilités. Il faut essayer bien sûr d'enrayer le problème. Si vous avez un bon outil, c'est facile grâce à la priorisation de travailler avec les développeurs qui jusque-là ne savent pas comment solutionner le problème. Donc la partie rémédiation est aussi une partie importante. Et c'est important de savoir ce que vous devez solutionner. Il faut que les développeurs testent les outils pour que vous ayez leur retour honnête et qu'ils vous disent clairement ce qui fonctionne pour eux et pas. Donc, c'est très important dans un projet. Et c'est aussi facile d'importer toutes les faiblesses, mais c'est aussi important de s'attaquer à la phase d'intégration aussi, mais la rémédiation et le feedback des développeurs va encourager les développeurs à l'utiliser jour après jour. Est-ce que vous avez des secrets de détection qui sont différents de ceux dont on a déjà parlé?
Oui, on a déjà parlé de shift left, de remédiation, alors en séquence, mais aussi pour le consécutif. Nous pensons qu'il faut absolument partager les responsabilités. Quand on regarde aujourd'hui, il y a différentes technologies, front-end, back-end. On demande également que nos développeurs soient des champions en matière de sécurité, mais à l'autre bout du spectre, souvent on a un ingénieur sécurité pour une centaine de développeurs. Par conséquent, il faut que les développeurs travaillent avec l'équipe sécurité qui est responsable de la coordination de la politique de sécurité. Euh, c'est pas l'équipe de sécurité qui règle les incidents. Quand on écrit du code, quand on fait une erreur, on se trompe dans une séquence, on a besoin ensuite des outils donnés par l'équipe de sécurité, on a besoin de la formation des développeurs. Il ne faut pas réduire la vélocité du développement, mais quand même former les développeurs. Ça, c'est clé pour moi aujourd'hui. Donc, il y a une liste de spécifications robuste. Vous avez utilisé, sélectionné un outil. Comment est-ce qu'on commence à le mettre en place? Comment est-ce qu'on lance une équipe pilote? L'intégration, est-ce que vous prenez une équipe très mûre avec peu de vulnérabilité ou est-ce que vous prenez quelque chose de plus agile? Alors, ni l'un ni l'autre, je dirais. Moi, je choisirais l'équipe qui fait le plus preuve de créativité, celle qui travaillerait avec nous de manière honnête. Parce que parfois, ce n'est pas une question de pouvoir ou non identifier les vulnérabilités. Beaucoup des outils sur le marché sont très matures, mais on ne comprend pas toujours les nuances. Quand on les met en œuvre, quand les développeurs, quel va être l'impact sur les développeurs? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas au départ. Différentes sociétés ont des besoins différents. C'est pour ça qu'il y a autant d'outils sur le marché. Il y a une raison pour le nombre d'outils sur le marché. Quand on fait l'opération pilote, on choisit en général l'équipe la plus créative, l'équipe qui va pouvoir travailler avec nous. Et puis ensuite, quand on déploie l'outil, on va interroger la première équipe. Quand on l'installe dans les autres départements de la boîte, on les fait bénéficier de l'expérience de l'équipe précédente. Voilà ce que les précédents ont fait, voilà leur réaction, voilà leur feedback. Et c'est ça qui va aider les équipes les moins prêtes au changement à embrasser ce changement. Ensuite, la conscientisation, c'est importante, de même que la communication. Il faut certainement un changement de mentalité pour les développeurs. Il faut qu'ils comprennent que la sécurité, c'est quelque chose qui va les aider, ce n'est pas quelque chose qui va les empêcher de développer leurs applications. On n'est pas les mauvais, on est là pour les aider. Et donc, on peut vraiment les aider. Donc, il faut communiquer, il faut les former, il faut les sensibiliser. Mais nous sommes également une équipe qui peut leur servir de partenaire. C'est ce qu'on fait. On travaille ensuite sur une séquence d'événements. Ils vont définir leurs procédures, leurs normes et associer leur existant avec ce que nous leur apportons. Parce que parfois, on voudrait que les développeurs utilisent ce que nous leur proposons, mais en même temps, ils ont des normes à respecter. Parfois, c'est le temps qui manque, les ressources qui manquent, et quand c'est le cas, il faut utiliser ce qui a été normalisé. Et souvent, en faisant un partenariat, on peut les aider à établir leur liste de priorités, on peut les aider à mettre un dialogue en place. Alors, sur ce sujet de la priorisation, Grace, alors c'est très compliqué d'avoir les résultats du premier scan parce qu'on peut voir des dizaines, voire des centaines d'incidents, des dizaines de milliers d'incidents. Comment est-ce qu'on peut gérer ces incidents dans le bon ordre? D'abord, il faut les aider à établir cette liste de priorités. C'est important.
Mais il faut leur expliquer que c'est au-delà d'un outil, il faut aller regarder le contenu de ce qui a été scanné. Dans nos annuaires, on a beaucoup de choses, peut-être pas très pertinentes, peut-être des données de test, peut-être des données historiques dont on n'a pas besoin, dont on n'a plus besoin. Donc quand vous en êtes à l'étape du scan, ça complique les résultats d'avoir toutes ces données. Alors d'abord, il faut faire le ménage chez soi, prioriser, pour pouvoir se concentrer sur les vulnérabilités les plus critiques. Et en même temps, il faut mettre un tableau de bord, par exemple, qui va signaler que ce segment de l'entreprise a déjà mis en place des mesures de rémédiation pour 60% des vulnérabilités, les autres pour 40%, pour que lorsqu'on présente le rapport aux dirigeants, on essaie de stimuler la compétitivité saine. Chavan, comment est-ce qu'on donne confiance aux développeurs? Ça dépend de la maturité de l'entreprise. Parfois, on a des entreprises qui ont l'habitude d'utiliser des outils de sécurité et parfois les développeurs aiment nos outils et se rendent compte qu'on a un outil plus facile à utiliser, et ça les satisfait parce qu'ils ont souffert avec un autre outil. Donc parfois c'est bien pour nous quand il y a déjà un outil et qu'on peut leur montrer la différence entre l'outil précédent et le nôtre. Ce qui est difficile, c'est quand les développeurs n'ont pas l'habitude d'utiliser un outil de sécurité, il faut leur présenter quelque chose de neuf et c'est vrai que là il faut aider leur prise de conscience, il faut les former, changer l'état d'esprit dans l'entreprise. Parfois on peut avoir des leaders, des représentants de la sécurité, mais on peut aussi organiser des piratages en live avec les développeurs en leur montrant, regardez cette application, elle a beaucoup de dépendances et ces dépendances présentent un certain nombre de vulnérabilités et ces vulnérabilités, elles peuvent être exploitées par quelqu'un de mal intentionné et donc ils se rendent compte eux-mêmes qu'il y a trop de dépendances, trop de vulnérabilités dans leur projet. Donc faire un truc en live, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, très utile. Et enfin, je reviens sur l'éducation, sur la formation. Il y a beaucoup à gagner de mettre en place une plateforme pédagogique qui explique ce que c'est qu'un process swifting, parce que parfois, les gens ne savent pas de quoi on parle. Eric, chez Git Guardian, comment est-ce que vous embarquez les développeurs? Comment est-ce que vous les convainquez d'utiliser votre outil? Je crois qu'il faut qu'on montre très rapidement les résultats, et c'est ce qu'on fait chez Git Guardian. Alors, on met en place des vérifications de validité, de légitimité. Il faut qu'on puisse rapidement changer aux développeurs que ce qu'on présente est une aide qui aide à détecter les faux positifs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont laissé tomber la rémédiation et qui font que de la détection et qui ne suivent pas que la réparation a effectivement été effectuée. Donc c'est pour ça qu'on investit dans nos produits. Notre philosophie a toujours été d'avoir des produits bons, mais aussi d'être honnête sur ce que peuvent faire nos produits, à savoir pas détecter sur des centaines et des centaines de séquences, mais comment permettre à nos clients de réduire les vulnérabilités. Et quand on passe de la sécurité de code à la vulnérabilité de code, c'est ça qui devrait être le mantra de tout acteur dans le secteur de la sécurité, ce qui n'est pas le cas à mon avis. C'est une transition parfaite, on parle d'indicateurs clés, de métriques, de données. Il faut montrer pourquoi c'est une bonne chose. Alors, quels sont vos indicateurs clés dans un programme DevSpecOps? Alors, la couverture d'abord, parce que si on met en place un outil dont la couverture n'est que de 20%, bon, ça dépend de la couverture. Ça, c'est très important. Et ensuite, notre objectif, c'est clairement d'encourager les développeurs à résoudre les vulnérabilités très en amont. Et par conséquent, on essaye de développer leur perception de ces vulnérabilités de première ligne, de deuxième ligne.
Il faut absolument encourager les développeurs à procéder eux-mêmes au premier scan. Ensuite, je parle également de couverture en termes d'outils qui sont déjà mis en œuvre ou qui sont en cours d'adoption. Si les choses ne sont pas automatisées, ne sont pas automatiques, personne ne va le faire. Et enfin, il s'agit de corriger, de remédier les vulnérabilités au fil du temps. Alors, on ne mesure pas des vulnérabilités spécifiques à un instant T. Quand on regarde un département d'une entreprise, ils ont leurs propres vulnérabilités. Je crois que ce n'est pas juste de dire à toute une entreprise, vous avez 10 vulnérabilités, 100 vulnérabilités. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. Si dans un département, vous avez une vulnérabilité, c'est à vous de la gérer. Combien de temps va-t-il vous falloir pour corriger la vulnérabilité spécifique à votre entité? Shavan, des choses à rajouter et des choses à surveiller au long terme? Ça dépend du cas d'usage de l'entreprise. Je crois que chaque entreprise a un objectif bien précis. Si, en tant qu'entreprise, vous n'avez jamais réussi à scanner tous vos retours parce que ça n'allait pas assez vite, parce que la tarification rendait difficile de tout scanner, alors par exemple, ça pourrait être un objectif, je veux scanner tout ce qui revient. Ça, c'est déjà un défi pour beaucoup d'entreprises. Et si ça, c'est votre objectif, eh bien, on va suivre l'indicateur sur cette donnée. Est-ce que vous allez augmenter le nombre de scans? Si vous avez des milliers de vulnérabilités, mais que votre objectif, c'est d'empêcher l'introduction de nouvelles vulnérabilités, on va avoir comme indicateur le suivi de nouvelles vulnérabilités hebdomadaires ou mensuelles et vérifier que ce chiffre décroît. Donc, tout dépend de votre objectif. L'objectif commun étant toujours de détecter les vulnérabilités critiques pour les projets critiques présentés sur un tableau de bord et de voir les indicateurs de ces données critiques décroître. Donc, chaque entreprise a ses propres défis, chaque entreprise a sa priorité. C'est cette priorité qu'il faut suivre en termes d'indicateurs et les autres sont moins importantes. Eric, en tant qu'ancien data scientist, comment est-ce que vous allez mesurer l'adoption des outils par votre client et quelles sont les choses principales à suivre? Sur la couverture, clairement, il faut couvrir tous les repos. Si un attaquant trouve une porte d'entrée, il peut causer beaucoup de dégâts. Ensuite, c'est évidemment une nécessité que la couverture soit de 100%, que la détection soit bonne, qu'il n'y ait pas de faux positifs. Et c'est ensuite que commence la guerre, la vraie bataille. Comment est-ce qu'on corrige? Et nous, on a un processus en 2 étapes. On commence d'abord par stopper l'hémorragie, à savoir empêcher l'intégration de nouvelles vulnérabilités dans vos codes. Et ça, on peut le faire avec convaincre les développeurs, former les développeurs, ça c'est les premiers indicateurs à optimiser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de secret de vulnérabilité dans le code. Et quand on a fait ça, ensuite on regarde l'historique des incidents. Mettons, vous êtes une grande entreprise, donc vous pouvez vous permettre d'avoir des annuaires et des annuaires de repos dans des dizaines de langages et des centaines et des milliers de vulnérabilités. Et c'est là que commence la difficulté, à savoir comment est-ce qu'on va gérer les incidents historiques quand ils sont si nombreux. Quand on a autant d'occurrences, comment est-ce qu'on met en place une rémédiation automatisée avec un champion interne, avec une intelligence artificielle? Donc, différentes entreprises vont utiliser différentes stratégies, mais les indicateurs sont toujours les mêmes, à savoir le nombre d'incidents historiques doit décroître, le nombre de secrets, de vulnérabilités dans le code doit décroître. Pour ça aussi, c'est le nombre d'injections séquentielles qui doit décroître, etc., etc. Quoi qu'il en soit, l'indicateur est assez facile à définir, mais les stratégies des entreprises vont être différentes selon la nature des entreprises. Donc, mettons, le temps a passé, 1 ou 2 ans plus tard, les outils sont adoptés, les vulnérabilités historiques diminuent de manière linéaire. C'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir?
des applications de sécurité, quelles sont les tendances actuelles. Je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la posture de la sécurité. Il y a beaucoup de scanners sur le marché, beaucoup d'alertes, beaucoup de vulnérabilités. Alors, on ne sait pas, à vrai dire, quels sont les vrais risques pour l'entreprise liés à une vulnérabilité donnée. Et puis, il y a une certaine fatigue quand il y a alerte après alerte, quand on a un système de tickets et qu'on dit aux gens, vous avez des vulnérabilités critiques. Parfois, on finit par trop signaler de vulnérabilités. C'est vraiment uniquement celles qui sont critiques qui vont faire perdre espoir aux développeurs. Donc, je disais, il y a de plus en plus de scanners, d'outils de scanning sur le marché. Et si on met en place des règles en disant si vous avez tant et tant de vulnérabilités, vous ne pourrez pas lancer votre produit, ben, ça va bloquer le lancement. Donc, quand je parle de l'avenir, je crois qu'on peut vraiment travailler sur le risque réel, le risque avéré, en nous basant sur les données qui sont données, pas juste les données de l'outil, mais les données. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence à l'extérieur? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence à l'intérieur? Si on a toutes ces informations sur les conséquences, nous, on peut prendre une décision plus informée. Et du coup, on ne serait pas toujours en train de bombarder nos équipes de développement avec des centaines d'alertes. Shaban, quelles sont les tendances? 3 choses, 3 tendances à venir. D'abord, l'expérience dev, même si elle existe déjà. Je crois qu'elle devient aujourd'hui centrale pour beaucoup d'entreprises. Et les anciennes entreprises qui s'occupaient pas beaucoup des développeurs sont maintenant très centrés sur le dev. Donc, c'est important de le dire et de le redire. Deuxièmement, l'ASPM, à savoir rapidement si vos outils fonctionnent, si le scanning est fait correctement. Il faut pouvoir avoir cette confirmation. Et troisièmement, c'est l'intelligence artificielle générative, parce que la remédiation peut aujourd'hui potentiellement être faite par une IA. Vous en avez déjà eu de nombreux exemples. Et si vous venez nous voir sur le stand F10, je vous montrerai des exemples de ce qu'on peut faire en matière de remédiation. Eric, quand il faut gérer les secrets, est-ce que l'IA générative, c'est une solution? Pour nous, côté détection, remédiation, la remédiation, c'est en 2 étapes pour nous. D'abord, il faut remplacer les secrets par un code approprié dans une application en utilisant toutes les variables de l'environnement. Et la deuxième étape, une fois qu'on a changé la séquence dans le code, regardez la compromission. Et si on y réfléchit, c'est 2 personnes qui doivent travailler. D'abord, première étape, c'est au développeur de corriger le code. Et là, l'intelligence générative peut l'aider beaucoup. Et on le fait très bien. L'intelligence va apprendre la langue, le langage informatique et trouver une solution. Pour la deuxième époque, c'est plus compliqué, c'est un processus plus compliqué à automatiser. On a beaucoup investi dans des partenariats avec des gestionnaires de secrets, détecter les compromissions. Et quand on y réfléchit, quand on réfléchit à cette étape de remédiation, c'est difficile à faire. Et c'est pour ça qu'on a vraiment essayé de multiplier les partenariats pour automatiser au possible cette étape de remédiation et la rendre efficace. Moi, je dirais que le grand changement dans le monde de la sécurité, ce qui nous attend, c'est la réponse aux incidents. Il ne s'agit pas simplement de détecter les incidents, de cocher des cases de compliance, mais être bien conscient qu'il y aura des failles.